Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir, bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse Vie à Stella, évidemment. Ils sont nostalgiques des 30 glorieuses pour fondre d'un même élan le libéralisme, les bobos et les élites bien pensantes. Les néo-antilibéralistes, selon le supplément littéraire du Times, sont une nouvelle caste politique. Il s'agit d'intellectuels qui, même s'ils s'en défendent, offrent une légitimité dans le débat public aux idées parfois populiste. Pour le journal, la France est le pays où le marxisme a été reformulé pour devenir une théorie applicable à tout. C'est aussi là que la nouvelle révolte des masses contre les élites libérales ressemble le plus souvent à un mouvement intellectuel. Les néo-antilibéralistes, un article, un dossier même à découvrir dans le supplément littéraire du Times et relayé par l'excellent Courrier international. Les titres de votre 20h. Corse, l'étreinte mafieuse. Un titre fort, un livre événement. La journaliste Hélène Costanti est l'invitée de 20h. Deux regards sur l'ouvrage, le militant culturel et environnemental Pierre-Laurent Santelli et la journaliste Sandra Alphonse décryptent des passages du livre de notre invité. Corse, l'étreinte mafieuse et son 9e livre, après notamment Razzia sur la Corse, toujours aux éditions Fayard. J'accueille la journaliste Hélène Costanti. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bienvenue dans Pendant le 20h. Je vous en prie, installez-vous. Je l'ai dit, 9e livre après notamment Corse, Razzia sur la Corse, toujours aux éditions Fayard. Pourquoi ce livre aujourd'hui, Corse, l'étreinte mafieuse, après celui consacré Razzia sur la Corse? D'abord parce que la Corse est pour moi un objet de curiosité insatiable, que j'écris sur la Corse depuis de nombreuses années, longtemps pour l'Express, aujourd'hui pour Mediapart. Et en tant que journaliste, c'est bien sûr la face cachée, ce qu'on ne veut pas voir, qui m'intéresse. Et cette fois-ci, donc, l'étreinte mafieuse. Étreinte, déjà, le mot a été choisi avec soin, vous l'imaginez. L'étreinte, c'est quelque chose de familier, c'est une présence familière, mais qui, en même temps, vous étouffe. Et j'ai vraiment le sentiment que cette criminalité particulière à la Corse, que je nomme mafia, exerce une emprise et un poids sous lequel la Corse étouffe aujourd'hui. Vous la nommez mafia, comme notamment Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls. Nous reviendrons sur le terme, parce que la rhétorique nous intéresse ici également pendant le 20h. Décrypter la rhétorique, nous le ferons en 3e partie de l'émission avec Sandra Alphonse pour évoquer la construction éditoriale, journalistique de votre ouvrage. Vous vous êtes appuyé sur des militants associatifs, sur un réseau associatif ici en Corse notamment. Alors j'ai plusieurs sources pour ce livre. Il y a des sources tout à fait ouvertes et essentiellement deux réseaux militants qui sont pour moi très importants et qui représentent vraiment une force vive et des contre-pouvoirs à ces forces occultes et malfaisantes. D'une part, l'association Oulevante, que je connais depuis très longtemps et dont les militants sont sur le terrain, montent des dossiers très documentés, fouillés, qui sont absolument précieux. Et d'autre part, une autre association de création plus récente, peut-être moins connue et avec moins d'adhérents, mais tout aussi importante, qui est Anticorps, la branche locale de l'association anticorruption Anticorps nationale, et qui, elle, met l'accent sur les phénomènes de corruption. Mais pour moi, les deux sont liés. Spéculation, corruption, ça va de pair. Vous dialoguerez notamment avec Pierre-Laurent Santelli. Vous écrivez dès les premières pages, Hélène Costanti, la politique conduite par l'État n'a cessé d'osciller au fil des siècles entre dureté et laxisme, répression aveugle et négociations secrètes avec les franges violentes de la population. Au-delà de nommer les choses concrètement, parce qu'on a besoin, on aime bien décrypter, il y a votre ouvrage, mais concrètement, par quoi se caractérise cet après Manuel Valls, Place Beauvau, Jean-Marc Ayrault et ensuite, d'ailleurs, dans la continuité, Manuel Valls, Premier ministre
Alors, une des marques importantes, ça a été le maintien en Corse d'un pôle économique et financier au parquet de Bastia, dirigé par le procureur Nicolas Bessonne, et qui a conservé des moyens, alors qu'ailleurs en France, les dossiers étaient soit traités par les GIRS, notamment celle de Marseille pour les affaires corses, soit au nouveau parquet national financier, à partir de cette période-là. Ici, il y a un pôle doté de réels moyens et une volonté politique. Et je pense que ça, c'est fondamental. Pour lutter contre la mafia, comme l'a fait l'Italie, il faut vraiment une volonté, parce que c'est difficile. Ça demande des moyens, ça demande de l'opiniâtreté. C'est des personnes on a en face des personnes qui sont des professionnels, qui sont extrêmement bien défendus, qui emploient les meilleurs avocats pour défendre leurs intérêts. Donc, il faut un contre-pouvoir judiciaire, policier, vraiment affirmé. Alors justement, pour étayer ce que vous dites, vous évoquez l'Italie, il est bon de regarder du côté de l'Italie. Également, vous terminez votre ouvrage sur le message du directeur de la chaîne de télévision italienne Rai Sicile, Salvatore Cusimano, spécialiste de la mafia italienne, lors de son audition devant la commission de l'Assemblée de Corse Violence, la commission Violence de l'Assemblée de Corse, le 8 octobre 2015. Il dit ceci: pour que la Corse obtienne des résultats durables dans la lutte contre la criminalité organisée, plusieurs conditions sont à remplir. J'en ai retenu 3, Hélène Costanti. Une véritable volonté politique. Une prise de conscience par la population que la pollution criminelle détruit la liberté économique et menace le tissu social. Et un système judiciaire conscient et spécialisé, doté d'un pôle de juges travaillant ensemble en harmonie sur ces 3 points. L'observatrice attentive que vous êtes de ces phénomènes-là, nous reviendrons sur le terme mafia qui peut prêter à débat. Vous avez le sentiment qu'ils sont entendus par les responsables politiques ? Il y a un début de volonté politique qui demande à être confirmé. La prise de conscience par la population, je pense que là, il y a un chemin considérable à faire. J'explique notamment dans le livre, il y a eu un phénomène italien de mobilisation de la population contre le racket. Et je consacre un chapitre entier au phénomène. Le racket, l'extorsion, disent les Italiens, c'est la mère de tout. L'extorsion, c'est la mère de tous les crimes. Et il y a en Italie un mouvement intéressant qui s'appelle Addio Pizzo, où des citoyens, des gens qui ont des cafés, des bars, des restaurants, ont affiché sur le devanture: non, ici, on ne paye pas le pizzo, on ne se soumet pas au racket. Donc, voilà, un début. Alors, il y a de temps en temps encore ça, un début d'indignation face à ces phénomènes de raquettes. Il y a de l'indignation longtemps, pas qu'au-delà des phénomènes de raquettes. Excusez-moi, Hélène Costanti, également sur cette violence. On sent, il y a eu des manifestations, les gens prennent la parole. On évoque Omerta. Vous d'ailleurs, il y a un chapitre, le nom, je ne l'ai plus en tête, mais sur l'Omerta. Vous avez dit Omerta, voilà, exactement. Voilà. Ça existe réellement encore sur l'Omerta ? Et oui, de votre point de vue. bien sûr, ça existe. Mais c'est d'ailleurs de ça que la mafia tire sa force. La définition en droit italien, en droit pénal italien de la mafia, elle commence comme ça. C'est la force d'intimidation de l'association mafieuse et qui conduit au silence, qui conduit à l'omerta, bien sûr. Si les gens en Corse ne parlent pas, comme on l'entend parfois sous forme de dénonciation, mais c'est parce qu'ils ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur. Vous avez enquêté, vous proposez cet ouvrage, Hélène Costanti, c'est notre invitée, l'invitée de 20h. Je vous propose un regard. Le regard sur votre ouvrage de Pierre-Laurent Santé, le comédien, militant associatif, activiste, connu pour son engagement en faveur, vous le savez, il intervient pendant le 20h, de la défense du patrimoine environnemental corse. Il pose son regard sur votre ouvrage et initie avec vous un dialogue. Accueillons Pierre-Laurent Santé. Bonsoir mon cher Pierre-Laurent. Bonsoir. Alors, vous avez fait aussi du combat pour la défense de l'environnement. Votre regard sur le livre d'Hélène Costanti. Avant toute chose, dire que je ne suis qu'un maillon de cette grande chaîne. Et donc, le regard que j'ai posé sur le livre d'Hélène Costanti a permis de mettre en exergue un travail vraiment fouillé, documenté, très très étayé, avec au gré des chapitres vraiment, même sur des affaires qu'on connaissait déjà, un éclairage nouveau, d'autres témoignages qui font ressortir effectivement d'autres aspects qu'on ne connaissait pas,
là, et voilà. Mais au-delà des présents dans le livre, moi, ce qui m'intéresserait avant toute chose, c'est de mettre le focus, de mettre un peu en lumière les absents. Et il en est un notamment qui semble passer au travers de vos investigations. C'était déjà le cas dans Razia, me semble-t-il. Il me semble qu'on n'aurait pas dû faire l'économie de pousser un peu l'investigation sur certains manquements. On a entendu Hérault, Valls parler de mafia, notamment en ce qui concerne dans ce terreau-là de la spéculation immobilière et foncière. Le lien entre ces dérives mafieuses, cette mafia et justement cette spéculation qui gangrène la Corse n'est plus à démontrer. Le questionnement qu'on est en droit d'avoir, pourquoi dans un tel livre, je le répète, fouillé, pourquoi il manque ce rouage essentiel de cette... En tant que force de puissance publique, contrôle de l'égalité, ça, sur cette dimension-là, dans ces grandes fonctions régaliennes, en fait. Oui. C'est ce que dit Pierre-Laurent. Pour compléter un peu le propos et pour éclairer, parce que ça semble un discours d'initié, j'emploie souvent un exemple très criant pour imager ça. Si demain notre ami arrive à un feu rouge dans une voiture volée, ivre-mort, sans permis, qui grille ce feu, c'est de sa seule responsabilité individuelle. Si la même situation se reproduit et qu'à ce même feu, on a toutes les forces de police, de gendarmerie de l'île, un préfet, des commissaires, et que non seulement on ne l'arrête pas, mais qu'on l'encourage à continuer, la responsabilité manque d'un degré. Donc, voilà. Mais il me semble que l'État en prend pour son grade dans le livre. Alors peut-être pas sur le thème du littoral et la spéculation que j'avais déjà abordé dans le précédent ouvrage, mais c'est vrai que je consacre toute une partie à des histoires plus anciennes, mais il me semble que c'est important d'avoir le recul historique, et notamment à la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et la SMS, la Société méditerranéenne de sécurité, qui évoque sans doute quelque chose à nos auditeurs. Et là, je cite une des personnes qui a joué un rôle important dans le dossier et qui me dit textuellement, je le cite, « On a donné à des voyous les clés de la Corse ». Là, il parle de l'État. Le 11, c'est l'État. Pardon, Hélène Constante, mais je crois savoir que ce que veut dire aussi Pierre-Laurent, excusez-moi Pierre-Laurent de trahir aussi peut-être votre pensée, mais ces sujets-là, on les connaît. Alors peut-être on va faire preuve de nombrilisme. Le citoyen insulaire les connaît, la presse on en a parlé, ici également France 3 Corse Vie Asté, la rédaction fait un travail durant toute l'année sur ces questions-là. En fait, c'est sur d'autres sujets, notamment sur la spéculation immobilière. Pourquoi ne pas avoir été plus loin de son point de vue, en allant chercher vraiment du côté de l'État, du côté des pouvoirs publics, du côté des grandes forces régaliennes. C'est ça la vérité. Oui, non, mais c'est vrai que je suis d'accord que le fait directeurs de ces administrations qui, on le sait, doivent exercer un contrôle de négatif qui n'est jamais fait, et pas seulement à la marge, mais on aurait peut-être aimé avoir une investigation ou tout au moins des interviews, avoir au moins leur avis sur les nombreuses affaires qui ont défrayé, tout en lien avec la spéculation et leur corollaire de violence. On parle de la région de Sartène, d'ailleurs. Or, on n'a pas l'avis de la sous-préfecture de Sartène sur ces affaires. Pareillement pour c'est vrai que l'une des difficultés que je rencontre lorsque je cherche à questionner les représentants de l'État sur ces sujets-là, c'est que là, l'omerta est de leur côté. C'est extrêmement difficile d'avoir une parole publique et un petit peu argumentée. Mais je suis absolument d'accord qu'il est parfaitement anormal que ce soit les associations qui seules portent le poids de combattre des plans locaux d'urbanisme illégaux, des permis illégaux. Même au-delà, puisque non seulement le contrôle régalien n'est pas fait, mais on sait que même après des décisions de justice rendant des grands pans du littoral inconstructibles, ces mêmes préfets continuent de délivrer
délivrer des permis. Sur des zones où on sait qu'il y a un fort enjeu spéculatif avec des projets immobiliers que nous connaissons, que tout un chacun connaît, on voit mal comment l'État pourrait ne pas connaître ces projets immobiliers avec des SCI portés par des gens dont les noms font frémir et qu'on retrouve dans d'autres affaires. On ne va pas les dévoiler ici, là n'est pas le propos, mais cette omerta, ce silence de l'État sur ses comportements est pour le moins dérangeant et il y a une frustration de ne pas voir le focus mis sur ce... Il eût fallu aller plus loin, c'est ce que... Oui. Mais c'est toujours la difficulté quand on fait des livres comme ça. C'est le regard d'un militant. Est-ce que je suis allée trop loin? Est-ce que je suis allée pas assez loin? Voilà, je me suis posé cette question perpétuellement en écrivant le livre. C'est important également de confronter comme ça les idées. Merci beaucoup, mon cher Pierre-Laurent, pour ce regard essentiel, celui d'un militant du quotidien pour la défense de l'environnement. Je l'ai dit, il y a un terme qui revient fort. Il est également présent dans le titre Mafia, l'économie et la politique sous l'emprise du crime organisé. Les mots sont forts. En interrogeant la rhétorique utilisée, cela permet aussi de mieux comprendre, de mieux appréhender les concepts et la réalité du quotidien. La journaliste Sandra Alphonse nous propose un focus justement sur le mot mafia. Bonsoir ma chère Sandra. Bonsoir. Sandra Alphonse, journaliste. Alors avant tout, même question que pour Pierre-Laurent, très rapidement, votre regard sur le livre de notre invité. Alors, en fait, vous l'avez dit, pour quelqu'un qui suit régulièrement l'actualité insulaire, votre livre ne dévoile rien de particulièrement nouveau. Moi, je l'ai plutôt vu comme une tentative de démonstration, justement, de cette fameuse étreinte mafieuse dont vous prétendez qu'elle est installée en Corse. Et pour moi, si vous le permettez, la démonstration n'est pas tout à fait concluante. Vous présentez une succession d'affaires sur lesquelles je ne me prononcerai pas en tant que telle, mais qui ne viennent pas constituer, à mon sens, un substrat suffisamment cohérent et homogène pour qu'on puisse le définir du terme de mafia. Voilà. Alors là, j'ai consacré toute mon introduction, justement, je sais que c'est un sujet, bien sûr, de débat, et je suis là aussi pour ça, à préciser pourquoi j'emploie ce mot de mafia. Et en effet, c'est un terme qui n'a pas de définition précise dans la langue française, qui n'a pas de définition pénale précise. Mais il a des définitions sociologiques. Alors, c'est vrai que souvent, on pense mafia italienne et on imagine des groupes mafieux hiérarchisés, avec des codes particuliers, avec des rites d'initiation. Ancienneté, pratique du secret, forte hiérarchie, criminalité polymorphe, c'est cela. Sociologiquement, d'un point de vue des sociologues. Moi, je me suis basée sur la définition pénale de la mafia italienne. En droit italien, il y a un délit d'association mafieuse qui donne des pouvoirs considérables à la lutte anti-mafia et qui n'existe pas dans le droit français. Et quand on se base sur cette définition, c'est ce que j'ai commencé à expliquer, donc ce pouvoir d'intimidation lié à une association, c'est-à-dire le simple fait de savoir que des personnes, tel groupe, appartient à un groupe criminel, intimide. Pour aller racketter, on n'a même pas besoin d'arriver armé dans le commerce ou dans l'entreprise de BTP. La seule présence de ces personnes dont on connaît l'appartenance suffit à intimider. Donc là, pour moi, on est vraiment dans une définition mafieuse et avec une interpénétration d'activités légales et illégales. C'est-à-dire, il y a moins de braquage, il y a moins de trafic de drogue, mais il y a beaucoup d'argent qui est blanchi, qui est réinjecté dans l'économie légale. On a des entreprises de BTP, on a des restaurants, des bars, des paillotes. Voilà le phénomène. Alors, quand vous dites, pardon, Sandra, juste pour qu'on précise les choses, quand vous évoquez la mafia, est-ce là aussi dans votre esprit, c'était le cas dans les années 2000 ? Parce que je vous prends l'exemple des années 2000, vous me voyez venir, c'est au mois de juillet 2000, le procureur de la République de Bastia, Bernard Legras, qui remet au ministre de la Justice de l'époque, ministre de Lionel Jospin, Elisabeth Guigou, un rapport sur la criminalité organisée sur l'île. C'est un rapport qui avait été beaucoup commenté à l'époque. Et il refuse de qualifier l'organisation de la délinquance corse de mafia en raison du peu d'infiltration, je le cite, de groupes étrangers sur l'île. Cette interpénétration, est essentielle selon
selon Bernard Legras. Est-ce que c'est une réalité dans ce que vous avez vu, ce que vous enquêtez au quotidien aujourd'hui en Corse? Je pense Là, qu'elle nous étions était en présente 2000. Largement en 2000. Donc vous auriez elle déjà était qualifié de présente mafia, dans les d'accord. années 90. Si on veut citer un autre rapport parlementaire, celui de M. Daubert en 94, Vous l'évoquez. elle était présente aussi. Et c'est vrai qu'elle est si puissante que la mafia italienne n'a jamais vraiment réussi à s'implanter Vous évoquez à d'ailleurs part sur voilà. l'îlot de Vous Caval, l'évoquez mais d'ailleurs, c'est oui. vraiment très limité. En revanche, ce système, que je qualifie de mafieux, j'ai consacré tout un chapitre aux bâtiments et aux travaux Tout à publics. Excusez-moi, mais c'est très peu évoqué dans la presse locale. Moi, j'entends très peu parler. On va pas défendre nos confrères de la presse, mais en tout Je cas... ne vais pas nommer les entreprises dont je parle dans le livre, mais enfin, c'est des entreprises puissantes. C'est des Elles sont dans le livre, hein, je le dis aux c'est des téléspectateurs. familles qui ont un pied dans la politique et dans la dans politique et un autre dans la mafia. Mais je ne vais pas défendre nos confrères, mais je peux vous assurer, Hélène Constantin, je sais que vous le savez, même si vous évoquez quelques médias dans votre livre, c'est qu'au quotidien, les journalistes ici font tout de même leur travail d'investigation. C'est peut-être bien plus sûr, difficile qu'ailleurs, mais c'est une réalité aussi. Ma toute première Oui. source, on parlait Donc, tout à l'heure vous des l'évoquez. associations, c'est de lire Corse Matin tous les jours, c'est de regarder le journal télévisé ou de le regarder en archive. Évidemment, c'est absolument Vous l'évoquez précieux. dans vos... Évidemment. Après, dans vos un livre, ressources. le travail d'un journaliste d'enquête dans un livre, c'est pas la même chose, un article de quotidien Oui, tout à fait, ou un d'accord. sujet de journal télévisé et un livre, c'est d'apporter un peu la profondeur cette géographique, profondeur. historique. Alors oui, justement, qu'est-ce qui vous permet d'établir un distinguo clair entre la notion de crime organisé et la notion de mafia relativement à la Corse? Parce que toutes les affaires que vous citez n'ont pas précisément de lien entre elles. Vous évoquez pour certaines d'entre elles des liens familiaux dont on ne peut pas les qualifier de facto d'associations prédéterminées pour commettre des délits. Comment pouvez-vous justement affirmer qu'il s'agit bien de mafia quand on sait que l'article 416 bis auquel vous vous référez dans le code pénal italien, article qui date de 1982, vient en appoint de l'article précédent, le 416, et établit lui-même à un moment donné des degrés de responsabilité, notamment en ce qui concerne les notions d'assujettissement, etc. Alors comment pouvez-vous dire que ça n'est pas du crime organisé, mais que ce sont des mafias? Ah non, je ne dis pas que ce n'est pas du crime organisé, mais je pense qu'il faut employer le mot de mafia au sens corse, c'est-à-dire il serait intéressant que des chercheurs se penchent sur l'organisation mafieuse corse, que je vois moi organisée par famille. C'est vrai que le groupe familial, mais comme en Italie d'ailleurs. Vous l'écrivez d'ailleurs, concernant la prise de mer notamment. Il y a d'abord des cellules familiales, l'Andrangheta c'est la même chose, il y a des cellules de base familiale qui s'élargissent ensuite au niveau du village, qui en Corse n'ont pas s'associent au gré des occasions, mais n'ont pas de structure pyramidale. Mais c'est un fait que je constate à force d'enquête. Il y a vraiment une emprise de certains groupes familiaux sur des micro-régions de Corse. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot d'étreinte qui vraiment étouffe la réalité locale, qui capte les marchés publics, qui raquette et qui empêche les citoyens de respirer et l'économie de se déployer sereinement. Oui, qu'il y ait effectivement de la criminalité organisée en Corse, Oui, personne ne l'a jamais nié, personne n'entend le nier. En revanche, si on en vient au sens premier à l'origine du mot mafia, il ne faut pas oublier qu'elle est née dans un contexte sociologique extrêmement particulier, qui était celui de la Sicile du XIXe siècle. Elle a été... elle a prospéré sur le terreau de la misère. D'ailleurs, on dit que le mot lui-même vient du toscan mafia, qui signifierait misère. Il y a d'autres origines. Oui. Donc, elle a aussi été liée dès l'origine à son caractère sectaire et initiatique, qu'on ne retrouve pas forcément en Corse. Oui, voilà, ça prend des formes différentes, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. On parlait tout à l'heure du rôle de l'État. Il y a eu une grande tolérance pendant de très nombreuses années, et de l'argent qui a été gagné dans des activités criminelles, des braquages, des trafics de drogue, a été tranquillement réinvesti, blanchi, et voilà, on en est là, on en est à cette infiltration de la société et de l'économie, selon moi. Alors, Hélène Constanti, vous serez
en signature à Ajaccio, à la librairie des Palmiers, ce samedi 18 mars, à partir de 10h30. L'occasion d'échanger avec les citoyens insulaires sur ces questions, sur cet ouvrage, Corse, l'étreinte mafieuse, aux éditions Fayard, l'économie et la politique sous l'emprise du crime organisé. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir bavardé, débattu même avec nous, avec Pierre-Laurent Santel, avec Sandra Alphonse. Je vous dis à très vite, même lieu, même heure, évidemment. Ça se passe surtout pendant le 20h et c'est sur France 3 Corse, via Stella, évidemment.